Mais disons qu'ici, dans la région métropolitaine, sur la Montérégie, là, on a eu une super température. Écoutez, un grand bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a un invité de marque. On a un ministre, le ministre Jean Boulet, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Boulet va venir nous parler des différents programmes que son ministère a mis de l'avant pour aider nos entrepreneurs dans la relance. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vais le laisser lui-même vendre tous ses punchs. Et on a aussi des invités, des entrepreneurs qui sont en direct aussi, qui vont venir s'entretenir avec le ministre. C'est une innovation et je dirais, c'est quelque chose de très particulier qu'on a chez Alias. Serge, je t'interromps. Ah, Ben oui, ton voilà, je me visage. suis encore oublié de m'enlever ma face, d'enlever mon logo. J'ai un nouveau bidule. Vous le savez, je tripe sur les bidules. Et quand je pars, j'ai oublié de regarder. Ben, je ne regarde pas l'écran quand je vous parle. Alors, écoutez, rapidement, je profite de l'occasion aussi pour vous faire deux petites annonces ou quelques petites annonces. D'abord, jeudi soir, 19h30, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Je ne vous en dis pas plus encore pour cette semaine. On a un invité spécial pour jeudi soir. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. La semaine dernière, on a eu Louis Morissette. Si vous avez manqué cette entrevue, je vous invite à aller voir sur aliasentrepreneur.com dans la section contenu. Vous allez découvrir une entrevue très humaine, très inspirante, très pleine d'authenticité. On se dit les vraies choses, on se parle des vraies choses avec les vrais mots. Bref, quelque chose de bien inspirant que cette entrevue avec Louis Morissette jeudi dernier. Donc, un autre jeudi soir, 19h30, ne manquez pas ce rendez-vous. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur le site web pour obtenir un rappel une heure d'avance et aussi poser vos questions à notre invité dans un petit formulaire. Et nous, ça nourrit évidemment notre entrevue. On a aussi vendredi prochain, pas vendredi qui s'en vient, mais l'autre vendredi prochain, un événement de réseautage. Alors, surveillez nos annonces sur les pages Facebook, sur vos infolettes et également sur le site d'Alias Entrepreneur pour notre prochaine activité de réseautage, un réseautage virtuel, encore une fois, une innovation dans le domaine de l'entrepreneuriat, où on peut mêler les gens, pas les mêler, mais les provoquer, les mêler, provoquer les rencontres, provoquer les connaissances, les relations. Bref, c'est une super activité très appréciée à date. On en a eu deux déjà et les gens ont beaucoup apprécié. Également, on lance cette semaine un sondage. Là, on va compter sur votre participation, un sondage exhaustif à l'ensemble de la population entrepreneuriale québécoise. C'est un sondage assez consistant avec différentes sections. Et plus vous allez aller loin dans le sondage, plus vous aurez les chances de gagner un gros package de temps et de conseils qu'on va vous offrir. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre de votre temps pour le remplir le sondage. En retour, on va vous donner du temps, donc des conseils d'experts pour vous aider dans vos entreprises. Ce sondage devrait être lancé probablement demain ou au plus tard jeudi. Alors, surveillez ça. On vous prie de participer en grand nombre. Ça va nous permettre d'avoir un portrait très précis de la situation des entreprises au Québec. Et de ce portrait-là, on pourra le communiquer aux autorités gouvernementales, municipales, provinciales, fédérales. On pourra aussi l'utiliser pour mieux adapter nos besoins chez Alias et mieux communiquer avec vous, justement, en fonction de ce que vous avez vraiment besoin. Alors, c'est un sondage très important pour nous, pour l'ensemble de la communauté, pour vous, puisque c'est une voix commune qu'on pourra transmettre aux autorités gouvernementales. Alors, ne manquez pas d'y participer. Si vous n'êtes pas inscrit sur aliasentrepreneur.com, faites-le, c'est gratuit. Je vous invite à le faire tout de suite après cette émission de cet après-midi. Également, je vous invite tout de suite, vous êtes probablement déjà quelques dizaines, j'espère quelques centaines de branchés, à aller faire un partage de votre vue de cette émission sur votre compte Facebook. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Alias, c'est un média et plus on a de yeux rivés sur le média, plus grande est la valeur de ce média-là pour les commanditaires et du coup, meilleures sont nos chances de closer les commandites et donc de financer l'ensemble d'opérations. Alias, c'est aussi une entreprise qui a besoin de revenus et pour avoir des revenus, il faut avoir de la visibilité et la monétiser, cette visibilité-là auprès d'annonceurs potentiels. Alors, pour ça, on vous prie, on vous supplie, toute la gang, la petite équipe, on vous supplie d'aller faire un partage immédiatement sur vos comptes Facebook, LinkedIn. Allez faire un petit commentaire, dire hey, ne manquez pas ça. On a le ministre Boulet, M. Jean Boulet, en direct avec nous ce midi. Il répond à nos questions live. Wow, quelle belle démonstration d'engagement social de la part d'un ministre. Deux, quelle superbe démonstration d'accessibilité. Et ça ne s'était jamais vu au Québec. Et je suis bien content de faire partie de ce mouvement où on rend nos élus très disponibles à la population. Ils l'étaient aussi, mais avant, il fallait prendre rendez-vous, les voir dans les bureaux. Maintenant, de leur bureau et de chez vous, n'importe où, on peut leur parler. Et ça, c'est exceptionnel. Un grand merci d'ailleurs à M. Boulet, que je vais remercier personnellement dans quelques instants. Alors sur ce, sans plus tarder, je me lance. Je vais demander à M. Boulet d'ouvrir son micro. Je sais qu'il est là, je le vois derrière mon écran. M. Boulet, bonjour. Oui, comment ça va, M. Beauchemin?
Ça va très, très bien. Je suis très content de vous avoir avec nous ce midi et de la part de tous les membres de la communauté d'Alias Entrepreneurs, donc tous les entrepreneurs du Québec. Un grand merci, M. Boulay, pour votre accessibilité et votre dévotion, votre engagement auprès de la population, surtout dans des temps comme on traverse. C'est extrêmement important pour l'ensemble du Québec. Un grand merci. Ça fait plaisir. Aussi très heureux d'être avec vous. Good. Monsieur Boulay, j'ai ici une petite bio là, que m'a envoyé votre bureau, mais j'aime ça, moi, faire les choses différemment et surtout apprendre à connecter avec l'homme, avec l'individu derrière la fonction. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on l'entende plutôt de votre bouche, Monsieur Boulay, ce parcours. Vous êtes commencé comment dans la vie? Là? Vous êtes arrivé à l'éducation universitaire ou vous êtes allé étudier à l'extérieur? Comment ça s'est passé d'abord à partir de l'éducation? Ben, assez rapidement, moi, je suis originaire de Saint-Tite, dans la région de la Mauricie. Mon père était un entrepreneur. Mon grand-père était un entrepreneur, un fabricant de souliers. Puis, ultimement, ils ont converti la production pour fabriquer des bottes western, marché canadien, marché américain. Donc, j'ai grandi dans cette famille-là. J'ai fait des études en histoire et en économie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Par la suite, j'ai étudié en droit à l'Université Laval. Je suis devenu membre du Barreau du Québec. Je me suis intéressé assez rapidement à la négociation. Je suis allé faire des ateliers intensifs puis des cours de droit du travail à l'Université Harvard à Cambridge, à côté de Boston. Et j'ai pratiqué au sein d'un bureau qui s'appelait Heenan Blakey, un bureau qui avait 9 antennes au Canada, où étaient notamment M. Trudeau, M. Johnston, Pierre-Marc Johnson aussi, puis éventuellement Jean Chrétien. Et moi, j'étais associé directeur du bureau de Trois-Rivières et aussi membre du conseil pour le bureau canadien. Ce bureau-là s'est dissous en février-mars 2014 et après ça, j'ai joint un bureau qui s'appelle l'Avry de Billy à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Et ultimement, j'ai décidé de me présenter en politique après un certain nombre de rencontres avec François Legault. Et pour moi, la politique, c'était la suite d'engagements sociaux. Bon, j'ai été impliqué à la Chambre de commerce, à Centraide, Fondation d'hôpitaux, Fondation d'universités. Fait que je pense que j'ai amalgamé ces expériences-là pour les transformer en actions politiques. Et donc, comme vous savez, j'ai été assermenté comme ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en octobre 2018. Et c'est ce à quoi je m'affaire depuis ce temps-là. Et sachez, Serge, que j'ai énormément d'estime et de respect pour ceux qui ont bâti le Québec. Puis les entrepreneurs sont au cœur de mes préoccupations. Et évidemment, le contexte pandémique, on ne l'avait pas anticipé, on ne l'avait pas prévu, mais ça m'a permis d'accroître et d'approfondir ma compréhension des besoins des entreprises du Québec. Et comme vous savez, on travaille beaucoup en équipe pour redéfinir la société québécoise par le biais de beaucoup de mesures et programmes pour soutenir les individus et les entreprises. Alors, voilà, en gros, c'est ça, Serge. Moi, j'aime aussi cette façon de communiquer. J'ai développé l'habitude de faire des webinaires et d'avoir cette opportunité-là avec vous autres. Je trouve ça remarquablement intéressant. Merci beaucoup, Jean. Écoutez, c'est sûr qu'on a tous rapidement basculé dans le mode télétravail, dans le mode vidéoconférence ou visioconférence et webinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a évidemment, justement, parce que la technologie est là, ça nous a permis peut-être de rester davantage branchés pendant la crise et définitivement nous a permis, dans certains égards, de continuer à opérer presque comme si rien n'était. En fait, même probablement plus efficacement dans certains cas. Jean, je vous ai entendu parler d'entrepreneurs. Donc, vous disiez que vous aviez des parents entrepreneurs qui vous ont probablement inspiré à garder ce contact avec le monde de l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait, absolument. Et je me rappelle, jeune et adolescent, j'allais souvent dans l'entreprise, puis j'aimais le contact humain, échanger avec les travailleurs sur les lignes d'assemblage, et j'aimais la façon de penser de mon père, son ambition, son audace, sa façon d'aborder les choses.
sa capacité aussi de prendre des risques. Hein. Ben oui. Le risque est au cœur de ce que tous les entrepreneurs ont à faire. Puis cette espèce de vision-là, on n'en parle pas assez souvent, mais pour être un bon entrepreneur, vous le savez tous très bien, il faut avoir une vision de l'avenir et avoir un plan qui nous permet de rencontrer ces objectifs. Puis ça m'a toujours inspiré. Et en droit, j'ai souvent lutté contre le côté statique, le côté mainteneur de statu quo de ma profession d'avocat. Et j'aimais être dans un bureau qui développait, qui sortait de la boîte, qui analysait toutes les options, puis qui essayait de créer le droit plutôt qu'être simplement quelqu'un qui disait le droit et l'état de la jurisprudence. Fait que oui, le monde entrepreneurial, Serge, là, c'est ma vie, puis ça va toujours continuer de me fasciner. Je suis curieux, est-ce que votre père a toujours cette entreprise qu'il avait à l'époque de fabrication de L'entreprise, elle est opérée par mes frères maintenant. Ah oui. Mon père est décédé, donc c'est une nouvelle génération. C'est une entreprise qui est opérée par une troisième génération. Fait que, wow, bravo, bravo. Oui, non, tout à fait. Puis ça demeure au Québec un défi, hein, la relève des entreprises. Je sais que plusieurs sont confrontés à cette dynamique-là. Fait que oui, ça opère encore. Il y a à peu En tout près cas, quand vous avez dit Butt Western, ça a définitivement fait chez moi un saut dans le temps. Je me suis rappelé à 14-15 ans où je m'étais justement acheté une fameuse paire de bottes western où qu'on portait tous fièrement à l'époque pour aller à l'école, pour sortir, Ouais. aller au cinéma et qu'on était donc fiers de ces belles bottes en cuir, de tout bien travaillées. Là. Ah, tout à fait. Merci, Serge. Jean, écoutez, on va aller droit au but. Là. Mon adjointe vient de m'envoyer un petit coucou, me dire Serge, monsieur le ministre a un hard stop, donc doit terminer vers midi 10, midi 15. Il y a un truc qui s'est ajouté à votre agenda qui est probablement déjà très chargé, Jean. J'en doute pas. Alors, on va sauter dans le vif du sujet. Parlez-moi, Jean, un petit peu là, de ce que vous faites, de ce que votre ministère fait là, pour les entreprises, particulièrement pour réactiver cette relance là, dont on a tant besoin au Québec. Ben, je vais parler, Serge, d'un programme qui me tient beaucoup à cœur. C'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. C'est des subventions salariales, mais j'ai travaillé beaucoup avec la Commission des partenaires du marché du travail, qui est à Montréal, qui regroupe les dirigeants des syndicats, des associations patronales, du monde de l'éducation et du réseau communautaire québécois. Il se pratique un fort paritarisme à cette commission-là. Le CA est à Montréal, mais il y a des conseils régionaux dans les 17 régions administratives du Québec. Et j'ai travaillé avec eux pour comprendre les besoins pour ce programme-là des entrepreneurs en contexte pandémique. Et on s'est inspiré de ce qui avait été fait à la crise financière 2008-2009. On a bonifié, on a restructuré ce programme-là pour répondre aux besoins de formation. Pour moi, le rehaussement des compétences des travailleurs québécois, il est un incontournable, non seulement au plan humain, mais social et économique. Souvent, on parle de changement technologique, d'augmentation de la productivité, qui passe notamment par l'automatisation, l'informatisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, toutes des concepts qui requièrent notamment une amélioration des compétences numériques des travailleurs. On ne réalise pas qu'il y a un pourcentage effarant des travailleurs québécois qui ne lisent pas bien des instructions, ne comprennent pas bien des protocoles de travail, n'ont pas les capacités ou les compétences numériques pour leur permettre de s'adapter à des nouvelles technologies. Donc, et pour moi, la formation est au cœur de ce qui est requis dans les entreprises du Québec pour les préparer à la reprise et pour les rendre plus concurrentiels dans l'avenir. Donc, ce programme-là, je pense, il est totalement façonné pour répondre aux besoins des entreprises, pour éviter des mises à pied, pour compenser la réduction d'heures de travail. Donc, on fait de la formation. C'est une offre de formation, Serge, que j'ai développée avec les universités, les cégeps, les commissions scolaires, les ordres professionnels, ce qui n'empêche pas d'autres formations d'être ajoutées et ça va permettre aux entreprises notamment de passer au commerce électronique dans le cas des commerces de façon plus particulière, d'accroître leur productivité,
de développer des nouvelles façons de développer les affaires, le marketing ou le développement des connaissances dans le champ d'activité spécifique de l'entreprise. Et c'est intéressant parce que c'est jusqu'à 100 000 $ par entreprise, puis par salarié, c'est une subvention salariale qui est jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. On paie jusqu'à 150 $ de l'heure les formateurs externes. La demande, elle est phénoménale. Ça répond à énormément de besoins, de sorte que j'ai rajouté la semaine dernière un 50 millions pour répondre encore plus à des... On est excédé par la demande. Et la formation, c'était pour moi fondamental avant la pandémie. Ça s'est exacerbé pendant la pandémie et ça va demeurer primordial aussi dans le contexte post-pandémique. Jean, c'est définitivement un excellent programme dans sa vision. Vous avez parlé du rôle de l'éducation dans une société en général, mais particulièrement aussi auprès des entrepreneurs. C'est le moteur, je dirais, de la productivité, de la croissance de la productivité. Ça passe définitivement par la formation. Même chose aussi pour sa compétitivité à l'échelle régionale, internationale. C'est définitivement aussi, ça passe par une augmentation de ses compétences. Et aujourd'hui, je dirais aussi, pour adapter nos entreprises à la concurrence numérique ou au marché numérique, bien, définitivement qu'il n'y a pas de meilleur chemin que celui de la formation. Vous avez parlé aussi de 100 000 $ de limite. Est-ce que c'est la même pour peu importe une petite entreprise qu'une grande entreprise? C'est 100 000 pour tout le monde? Oui, absolument. Évidemment, il y a des grandes entreprises qui ont déjà des programmes de formation adaptés aux besoins de leurs salariés et qui avaient déjà dans des milieux syndiqués, notamment en vertu des conventions collectives de travail, pour éviter de réduire les heures de travail, il y avait déjà de la formation qui était systématique et déjà bien structurée. Ça répond beaucoup, Serge, aux besoins des PME. Mais la grande entreprise, puis il y a beaucoup de promoteurs collectifs, hein. Puis ça, j'essaie de développer ça beaucoup. Les promoteurs collectifs, c'est les comités sectoriels de main-d'œuvre. On en a dans tous les champs d'activité économique au Québec. Donnez-moi un exemple précis d'un comité sectoriel de main-d'œuvre. Comité sectoriel dans le secteur de la fabrication, par exemple. Il y a des partenaires d'un peu partout au Québec qui voient à développer ce secteur-là. Il y en a dans le domaine culture, tourisme, commercial, manufacture. Donc, en fait, ces partenaires-là offrent déjà des programmes de formation Totalement. Qui sont subventionnés. Oui, les associations d'employeurs, comme le CPQ, le Conseil du patronat, a développé avec 400 entreprises au Québec des programmes de formation adaptés aux besoins de leurs membres. Et c'est 100 000 $ par membre. Mais là, ce programme-là, il est à peu près l'équivalent d'une moyenne de 5 ou entre 5 et 7 000 $ par entreprise. Mais les associations d'employeurs, les chambres de commerce peuvent être des promoteurs collectifs, organiser la formation au bénéfice, mettons, de 10, 15 ou un certain nombre d'entreprises et ça bénéficie à beaucoup de salariés. Actuellement, j'ai 3 000 ententes. Il y a 12 000 entreprises qui sont impliquées dans ces ententes-là. Puis il y a près de 75 000 travailleurs qui bénéficient de formation en vertu du PACM. Et donc, et ça peut être un syndicat aussi. Là. Je parle d'associations d'employeurs, ça peut être des associations d'employés. Il y a des syndicats aussi qui font de la formation, bien sûr. Le seul défaut, Jean, que j'y vois, il n'y a pas de ticket modérateur. Donc, vous n'avez pas peur aussi que certaines entreprises, entre guillemets, abusent, c'est-à-dire que j'achète le buffet complet puis je vais consommer seulement le dessert finalement, puis le reste, je ne le consommerai jamais. Oui, je suis totalement prudent. C'est la raison pour laquelle il faut toujours passer par le même canal. J'ai des conseillers aux entreprises qui sont des personnes qualifiées qui évaluent le projet de formation, qui s'assurent que ça réponde à un certain nombre de critères. Mais je le veux quand même assez large comme programme. Mais ces conseillers en entreprise-là évitent qu'il y ait de la duplication, s'assurent de la crédibilité des formateurs. Puis quand je dis, c'est soit des universités, des collèges, des commissions scolaires ou des ordres professionnels, c'est déjà bien bâti. Puis ça répond à des critères de qualité et de quantité d'heures raisonnables. Mais je pense qu'on devrait être en mesure d'éviter au maximum les abus.
Excuse-moi, Serge. Non, 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 c'est moi qui s'excuse. En fait, je voulais vous dire que j'aurais continué moi-même à vous poser plein de questions sur ce programme parce que je le trouve extrêmement intéressant pour l'ensemble de la société entrepreneuriale, sauf cette petite réserve que j'avais. Je me suis dit, ah mon Dieu, il me semble que c'est pas mal ouvert ce programme-là. C'est facile de dire, je vais prendre les 12 œufs, je vais en manger juste un, puis ultimement, les 12 fournisseurs des œufs, eux autres vont encaisser l'argent que j'ai consommé le produit ou pas. Mais ça, c'est un autre débat. Puis d'une façon ou d'une autre, même si j'ai trouvé un trou, je trouve un trou dans le programme lui-même va servir et aide déjà beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, c'est parfait. Évidemment, c'est toujours un peu plus difficile de faire un programme qui est à l'épreuve de toutes les petites passe-passe. Mais d'une façon ou d'une autre, le but important, c'est celui qui est visé et celui-là est atteint puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui en profitent. Alors, grand bravo à toute votre équipe, Jean. Sans plus tarder, parce que comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais donner la parole à nos invités. On a une dizaine d'invités aujourd'hui, des entrepreneurs en fait, qui sont des acteurs du réseau, des entrepreneurs, donc des petits, des moyens entrepreneurs, qui sont venus nous rejoindre. Alors, je les ai en ligne avec nous. Je vais leur donner la parole, Jean, et ils vont s'adresser directement à vous. Et du coup, ça sera bénéfique pour évidemment cet entrepreneur-là, mais ça va bénéficier à l'ensemble de la communauté, puisque les questions ont été des questions qui ont été regroupées justement par leur fréquence et leurs propos pertinents qui touchent l'ensemble de la communauté. Alors, si vous me permettez, j'invite notre premier invité, M. José Reyes, qui pourrait venir à lui son micro et se joindre à la conversation. José? Bonjour, M. Beauchemin. Merci d'avoir l'opportunité de parler avec le ministre. Bonjour, M. Boulet. Comment allez-vous? Allô, M. Reyes. Ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Oui, moi, ma question porte à savoir, c'est sur un sujet qu'on ne parle pas beaucoup, c'est la pénurie de main-d'œuvre. J'aimerais savoir, le post-COVID, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut nous réserver en ce sens? Est-ce que ça va être toujours les mêmes priorités pour votre ministère ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre après le post-COVID? C'est intéressant. Merci, M. Reyes, pour la question. Évidemment, on avait un taux de chômage avant la pandémie de 5,1 %. Et quand on regarde l'étude sur la population active de Statistique Canada, à la fin avril, on était rendu à 17 %. On était en contexte aigu de pénurie, comme vous mentionnez. Maintenant, ça va être différent. Le défi, ça va être d'aider les personnes à réintégrer le marché du travail. Mais il y a des secteurs. La population au Québec va continuer à vieillir. Hein, puis la pénurie de main-d'œuvre venait beaucoup du vieillissement rapide de la population, combiné à la retraite de plusieurs baby boomers. Le vieillissement va se poursuivre. Je pense qu'il va y avoir des secteurs plus névralgiques que d'autres. La santé, la construction, assez étonnamment, parce que là, on devance des projets de construction dans le PQI au Québec. Et dans la construction, il va y avoir encore des besoins quand même assez importants. Et dans le secteur des technologies de l'information, c'était le domaine que j'avais identifié où on avait le plus de pénurie de main-d'œuvre. Et ça va demeurer. Fait que c'est sûr que je vais avoir encore des enjeux de rareté de main-d'œuvre, particulièrement, puis j'exclus pas d'autres secteurs, mais santé, construction, technologie de l'information. Outre ça, ce que j'avais mis en place, j'avais 3 grands chantiers. La grande corvée, où mes conseillers en entreprise s'étaient transformés en accompagnateurs d'entreprise plutôt qu'accompagnateurs de chercheurs d'emploi. Ça va demeurer, mais ils vont devoir aussi remettre leur habit d'accompagnateurs, de chercheurs d'emploi dans une certaine mesure. Le deuxième chantier que j'avais en tête, c'est le rehaussement des compétences des travailleurs du Québec. Ça va demeurer totalement. Et le PACM que nous avons bonifié, j'ai l'intention de mettre la formation au cœur de la relance économique au Québec. Troisième grand chantier, c'était l'accroissement de la productivité. Il y a des écarts de productivité encore trop importants avant, puis ça va demeurer entre le Québec, l'Ontario, puis d'autres pays membres de l'OCDE. Ça me préoccupe beaucoup et ça va demeurer. Donc, quand on parle d'automatisation, robotisation et autres, ça va demeurer des enjeux importants. Enfin, dernier commentaire, M. Reyes, j'ai remis sur ma table de travail toutes mes mesures publiques d'emploi qui étaient effectives et efficaces pendant la période de pénurie de main-d'œuvre et je les réanalyse pour faire en sorte que ces mesures-là soient plus adaptées au contexte
post-pandémique. Donc, pénurie de main-d'œuvre, mais ça va être un peu plus asymétrique. Une pénurie plus aiguë dans certains secteurs, moins dans d'autres, et je vais m'assurer que mes mesures publiques d'emploi ne soient pas du mur à mur, là, mais qu'on soit capable de répondre aux besoins spécifiques de manière sectorielle et peut-être aussi aux besoins particuliers de certaines régions. Alors, voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. M. Merci beaucoup. Une excellente réponse, d'ailleurs, très généreuse. J'ai une autre invitée, Marie Amiotte, que vous avez peut-être déjà rencontrée, ou du moins que vous connaissez peut-être par le rayonnement de son propre organisme. Marie, bonjour. Bonjour. Merci, Serge. Bonjour, Monsieur le ministre. Allô, Marie, ça va? Oui, on a eu la chance de se rencontrer quelques mois avant. Alors là, je suis venue à la factory ce matin pour vous souhaiter la bienvenue, même si je suis toute seule. Je voulais quand même vous dire la bienvenue à la factory. Comme vous savez, nous, depuis les 5 dernières années, ce que l'on enseigne, c'est une école de créativité. Alors, on enseigne les compétences clés pour aider les entreprises à se transformer par la créativité et l'innovation. Vous parliez tout à l'heure des compétences plus techniques. Il y a aussi toutes les soft skills, vous excuserez mon anglicisme. Alors, c'est ce qu'on enseigne ici. Pour nous, le PACME, c'est une bénédiction, vous comprendrez, parce que vous venez de stimuler une demande. Alors, c'est exceptionnel pour une entreprise comme la nôtre. Parce qu'avant PACME, disons en temps plus normal, c'est un fait statistique à l'appui, les Québécois consomment moins de formation continue qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Alors, on est moins les grands consommateurs de formation continue, malheureusement. Alors, heureuse d'entendre que vous soutenez ça. Par ricochet, ce que ça fait, c'est que l'offre de formation en ligne québécoise, francophone, elle n'est pas à son maximum. On doit se l'avouer, les grands leaders en formation à distance, c'est les IDEO, les General Assembly et plein de plateformes comme ça, parce qu'eux, ils investissent dans le contenu depuis des années, dans des contenus de formation à distance. Alors, nous, on est extrêmement heureux que vous ayez stimulé la demande. Ma question pour vous, avez-vous un plan pour stimuler l'offre de contenu québécois de formation en ligne? Il y a un énorme potentiel. On a le goût d'être sur la scène internationale. On a la capacité de le faire. En ce moment, on n'est pas tout à fait là. Alors, merci pour la stimulation de demande. Ma question, avez-vous des plans pour stimuler l'offre de contenu québécois francophone, à distance particulièrement? Marie, merci. Merci d'être là. Merci pour la question et les commentaires. Je travaille beaucoup avec la Commission des partenaires du marché du travail. Puis, d'ailleurs, on a parlé de ça, l'expansion ou l'élargissement de l'offre de formation continue en ligne particulièrement. Puis les universités, les cégeps, de façon plus particulière, travaillent assez intensément à accroître cette offre-là. Puis, ce que j'ai réalisé, un des effets que je n'avais pas nécessairement anticipé du PACME, c'est de stimuler, Marie, cette offre-là. Parce que sur toutes les tribunes, je dis, l'offre n'est pas limitée. L'offre, il faut qu'elle soit évolutive. La formation, ça ne doit pas être statique. Ça doit s'adapter aux mutations constantes du marché du travail. Puis les besoins d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes dans 6 mois. Fait il faut la développer, il faut l'adapter. Puis ça me préoccupe tellement, Marie, quand tu dis on est en arrière. On se targue souvent d'être progressiste au Québec. Et moi, quand je suis arrivé un peu naïvement, je croyais que dans la formation des travailleurs, on était super avancé au Québec. On l'est. Mais notre offre de formation, comme tu le dis très bien, n'est pas assez développée. Il faut le faire. Puis, d'ailleurs, à la Commission des partenaires du marché du travail, ils ont ce mandat-là que je leur ai confié. Ils travaillent intensément là-dessus, puis on essaie de voir des moyens nouveaux. On s'inspire des expériences puis des meilleures pratiques un peu partout sur la planète, mais on va y aller pas à pas. Moi, je suis extrêmement positif et je réalise que les associations patronales, de façon plus particulière, ils font preuve d'énormément de créativité. Puis quand tu parles de créativité, innovation, tu réfères à des soft skills. C'est aussi important. Puis
dans le nombre d'ententes de formation qu'on a conclues actuellement, il y en a beaucoup qui portent là-dessus. Parce que ce qui va nous permettre de nous distinguer au Québec, c'est notamment notre capacité de créer et d'innover. Et pour ça, ça prend du talent. Puis notre talent, il a toujours besoin de se former et de se développer pour, encore une fois, rehausser nos compétences partout, entreprise par entreprise et collectivement au Québec. C'est un défi qui est vraiment important. Hey, merci beaucoup, Marie. Ça va bien à la factrice? Oui, ça va super bien. Nous, on a réussi, tous nos coachs, en quelques semaines, à transférer tous les contenus qu'on a en mode à distance. Mais puis là, c'est moi qui ai le micro aujourd'hui. Il y a un paquet d'autres joueurs dans l'écosystème. Je peux vous dire que les entreprises comme la nôtre ont le goût de contribuer avec vous à faire du Québec. Il y a vraiment une belle opportunité de prendre une place sur des contenus de la francophonie. Il y a un savoir-faire québécois dans les soft skills. Alors, on va être là pour répondre à l'appel. Puis là, bon, comme je vous dis, c'est moi qui ai le micro, mais il y a un paquet d'autres joueurs dans l'écosystème. Puis ils sont tous aussi friands que moi d'aller contribuer à ça. Fait que merci, M. le ministre. Hey, puis Marie, sache qu'on va être avec vous autres aussi. Parfait. Je vous retiens devant témoin. Merci, mais on est là pour répondre à la demande, puis on ne lâche pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. C'est sûr qu'avec une injection de plusieurs dizaines de millions dans le système, ça crée beaucoup de demandes et du coup, normalement, l'offre devrait en profiter largement. Alors, Isabelle Gawette, si Isabelle peut se joindre à nous. Non, Rémi Lachance, Rémi Lachance était le prochain sur la liste. Rémi. Bonjour, M. Boulet. Merci. Merci, François. Merci, Serge. Excuse. Rémi Lachance de Proxima Centauri. J'en suis le président cofondateur. On est un fournisseur du PACME en termes d'intervention ressources humaines et formation. Ma question est, en fait, les demandes actuellement qui sont traitées par... les demandes sont un petit peu longues, traitées par les centres locaux d'emploi. Il y a certaines PME, on a certains de nos clients qui ont soumis des demandes, puis déjà plus de 5 semaines à attendre et toujours en attente, définitivement. Comment vous prévoyez mieux répondre et accélérer aussi ce processus-là pour les entreprises? Et dans un deuxième temps, peut-être, M. Boulet, si vous me permettez, dans un deuxième temps, en fait, certains de ces entreprises-là ont vu leur projet refusé. Donc, qu'en est-il des critères par rapport au CLE dans ces demandes-là? OK. Bonjour Rémi, merci de la question. 2 éléments. D'abord, les délais. Je sais qu'au début, on a eu à gérer des délais qui étaient un peu plus longs, surtout dans certaines régions, il y avait des demandes imposantes. Le nombre de demandes était au-delà de nos attentes, mais on les a réduits considérablement. On a accru notre capacité d'intervention, on a ajouté des conseillers aux entreprises. Donc, les délais, là, le jour même où tu fais ta demande en ligne, on te donne le délai de réponse. C'est 2 jours, c'est 4 jours, puis ça ne doit pas excéder 5 jours. S'il y en a que c'est 5 semaines, Rémi, il y a une problématique particulière. Écoute, je ne peux pas te dire que ça ne se peut pas, il y en a peut-être, mais il ne faut pas hésiter à intervenir auprès de mon cabinet. On va voir si y a une problématique particulière. Est-ce que la demande n'est pas complète? Est-ce que ça a été acheminé au bon endroit? Ça ne devrait normalement pas arriver. On gère assez bien ça. Deuxièmement, on a rajouté, il y a 2 volets. Hein. Il y a un 50 millions qui venait du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences, géré par la Commission des partenaires du marché du travail. Puis il y avait un autre 50 millions du Fonds de développement du marché du travail. Le premier, c'est pour des promoteurs collectifs. Le deuxième, c'est pour des entreprises. Là où on était excédé, c'est entreprise par entreprise. Et c'est là que j'ai rajouté un autre 50 millions. Ça fait une enveloppe de 150 millions. Là, ça nous a permis d'accélérer le traitement des demandes parce qu'on commençait à avoir dans certaines régions un backlog. Mais encore une fois, c'est ce qui faisait que les délais de réponse étaient plus près de 4-5 jours. L'autre, le fonds de développement pour les promoteurs collectifs, Rémi, j'encourage beaucoup les entreprises à se regrouper, à faire une
une entente avec un promoteur collectif, c'est beaucoup plus rapide, il y a pas mal plus d'argent qui est disponible et la formation, ben, il y a 15 PME de tel secteur d'activité qui ont besoin de formation en marketing ou en gestion des ressources humaines. C'est beaucoup plus bénéfique, puis on fait des économies d'échelle et ça permet d'additionner, de multiplier le nombre d'ententes. Enfin, Rémi, les critères, il n'y en a pas véritablement. L'important, c'est que ce soit utile, pertinent et approprié. Et si ça n'a pas été accepté, c'est que c'était probablement un projet de formation qui n'était pas acceptable ou qui ne pensait pas l'analyse faite par le conseiller en entreprise. Ça m'est arrivé rarement de me faire dire que des projets avaient été refusés, mais Rémi, refuser, c'est peut-être parce que la demande ou le projet n'était pas complet ou parce que le conseiller en entreprise faisait une demande d'information puis il n'y avait pas eu de réponse. Il faudrait voir, c'est vraiment du cas par cas, mais normalement, un projet qui est sérieux devrait être accepté. Puis je pense que, Jean, c'est une excellente suggestion de se regrouper en tant qu'entreprise ou petites entreprises pour bénéficier du programme. Un, ça peut probablement aider l'accessibilité, mais deux, si on fait le calcul à 100 000 par entreprise, 150 millions, c'est 1500 entreprises qui pourraient en bénéficier si chacune allait chercher le maximum possible. Alors, je pense qu'il y a probablement un jaugeage qui est fait ici de façon subjective et, je dirais, très pertinente et très nécessaire, de façon à permettre le maximum de PME d'en profiter. On va tout de suite passer au prochain, puisque comme on vous a coupé de 20 minutes votre présentation, ben là, il y a des gens qui étaient ici qui vont être frustrés pour pouvoir vous poser leurs questions. Alors, je vais essayer d'aller plus rapidement. Ça va être de ta faute, Serge, pas la mienne. Hein? C'est ça, je prends tous les blancs. On a Isabelle Gawette comme prochaine intervenante. Isabelle, prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Serge. Bonjour tout le monde qui est en ligne. Moi, je suis entrepreneur dans le domaine de la formation en santé-sécurité. J'ai un deuxième chapeau. Je suis aussi employée comme dans le domaine de la santé. Donc, je vis la crise COVID au quotidien. C'est sûr que côté entreprise, dans le domaine de la formation en santé-sécurité, ça a une baisse importante de nos activités. Puis là, je vois la reprise économique se faire, les entreprises qui retournent au travail. Et ma préoccupation se trouve surtout au point de vue de dire est-ce que les travailleurs sont vraiment en sécurité? Est-ce que la formation qui leur est donnée est adéquate avant le retour au travail? Donc, j'ai comme un peu peur que les employés qui ont, comme moi, un peu eu une diminution au niveau de leurs activités veulent reprendre les activités le plus rapidement possible en bâclant un petit peu au niveau santé-sécurité. Donc, je me demandais, est-ce que il y a la loi 51 là, qui oblige la formation là, pour les employeurs, mais est-ce qu'il y a une vérification qui est faite? Est-ce que les employeurs ne devraient pas être obligés, jusqu'à un certain égard, de prouver qu'ils ont fait une formation adéquate à leurs employés? Puis évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse dans tout ça parce que je trouve ça important, puis je voudrais pas, mais c'est inévitable. On le sait qu'il va y avoir une deuxième vague de COVID. Il ne faudrait pas se fermer les yeux de ça. Mais je me dis, si on forme les gens comme il faut, peut-être qu'on va atténuer la deuxième vague, justement. Totalement. Isabelle, question très pertinente. Ma prémisse en santé-sécurité, c'est la prise en charge par chaque milieu de travail des risques inhérents à son propre environnement. Et le contexte pandémique n'a pas changé cette philosophie-là. Et ça, je suis au même diapason que les associations patronales et les syndicats. Je n'imposerai pas dans le détail des façons de faire. Ceci dit, parce que je demande au milieu de travail de s'approprier. Puis d'ailleurs, dans la loi en santé-sécurité, dans la loi sur les accidents de travail, c'est les employeurs et les travailleurs qui doivent prendre les mesures appropriées pour assurer un environnement de travail exempt de tout risque pour leur santé-sécurité. Les guides de la CNESST visent à orienter. Puis ça aussi, c'est des guides qui sont évolutifs, ne sont pas coulés dans le béton, mais c'est des guides que j'ai demandés de façon sectorielle. Il y en a un pour la construction, le manufacturier,
le commercial, il y en a, vous allez le voir dans les soins personnels et autres. C'est des mesures sanitaires en milieu de travail pour accroître notamment l'hygiène, la désinfection, la distanciation physique, mais je ne peux pas aller dans chaque commerce puis leur dire comment faire. D'ailleurs, je disais souvent à des commerçants, vous êtes allés dans des pharmacies, dans des épiceries, vous êtes allés à la SAC, vous avez des modèles. Et j'ai réalisé qu'en pratique, tout le monde s'était bien adapté. On a, ceci dit, Isabelle, des inspecteurs à la CNESST, à la Régie du bâtiment, à la Commission de la construction qui interviennent, qui font de la surveillance. Pour la formation, Isabelle, bien sûr que je l'encourage. On a mis avec la CNESST une application mobile que tout entrepreneur, tout salarié peut consulter. Il a accès à une trousse, il a accès à une liste de vérification quotidienne qui doit être complétée avec chaque salarié au début et à la fin d'un quart de travail. Il y a des affichettes avec des infographies. Il y a les CRHA qui donnent une demi-heure de formation gratuite à tous ceux qui en ont besoin pour bien comprendre et bien appliquer les mesures sanitaires. Il y a le PACM dont on a parlé. Il y en a beaucoup d'entreprises qui sont regroupées et qui font de la formation pour la mise en application des mesures sanitaires en milieu de travail. Il s'en fait beaucoup. Il y en a qui sont plus autonomes, entre guillemets. Il y en a d'autres qui se regroupent. Puis il y en a d'autres qui font de la formation avec des personnes comme toi, Isabelle, qui font de la formation en santé et sécurité, puis qui disent, Isabelle, peux-tu venir? Surtout beaucoup les PME. Là, tu sais, je réfère souvent aux PME, mais souvent, ils n'ont ni les moyens, ni les ressources pour avoir des départements de ressources humaines et de santé et sécurité du travail très structurés. Et donc, faire appel à des personnes comme toi, je l'encourage, j'en parle. Et s'il y a des enjeux spécifiques, on aura des personnes, même dans mon ministère, qui pourront intervenir puis soutenir les entreprises. Mais Isabelle, et je l'ai dit à tous les membres des CRHA, c'est une période, faites-vous valoir, la formation, quand j'en parlais tout à l'heure, je n'excluais pas, bien sûr, la santé et sécurité du travail. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Jean, je sais qu'on est sur l'horaire pile. Est-ce que vous avez du temps pour une dernière question? J'aurais Maurice Kennel qui pourrait intervenir. Puisque les autres questions, ce que j'entends, c'est que votre bureau va acheminer une réponse écrite aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions directement. Et nous, on va continuer à jaser entre nous. Alors peut-être qu'on va pouvoir répondre ensemble à ces questions-là. Mais celle de M. Kennel est particulièrement pointue. Alors, si Maurice est toujours en ligne, j'aimerais qu'il puisse vous poser cette question que vous partiez. Merci. Merci, Serge. Bonjour, M. Boulet. Oui, bonjour, Maurice. Je suis directeur de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs et je siège également au CRPMT depuis 3 ans. Et je viens de renouveler mon mandat pour un autre 3 ans. Alors, moi, j'ai déposé une demande à titre de promoteur collectif qui a été acceptée. Et j'ai d'autres demandes aussi que je vais déposer. Mais combien de demandes ai-je le droit, justement, de déposer? Parce que moi, j'ai sondé les membres, j'ai au-delà de 400 membres. Mais avant de dire je vais offrir telle formation, j'ai dit je vais sonder les membres pour savoir c'est quoi leurs besoins au lieu d'offrir n'importe quoi. Alors, combien de demandes ai-je le droit de déposer? D'abord, Maurice, félicitations. On vient de renouveler votre mandat au Conseil régional des partenaires du marché du travail. Vous jouez un rôle vraiment important dans votre communauté. Que la Chambre de commerce de Baie des Chaleurs soit devenue un promoteur collectif, ça aussi, il faut que je vous lève mon chapeau parce qu'il y a peu de chambres de commerce, puis c'est des promoteurs collectifs. Ce que vous faites est original, il doit inspirer les autres chambres de commerce. Puis la Fédération des chambres de commerce du Québec est d'ailleurs membre du Conseil, du Conseil des partenaires du marché du travail. Vous savez, d'ailleurs, Charles est là. Vous n'avez pas de limite quant au nombre de projets. Les limites, c'est par entreprise, mais si la Chambre de commerce de Baie des Chaleurs veut soumettre 4 projets de formation pour le bénéfice de ses membres qui veulent
évidemment y participer, on va les accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, Maurice. Donc, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup. Bravo encore pour ce que vous faites. Alors, Jean, je comprends que vous devez nous quitter. Alors, malheureusement, j'ai François, Sylvie, Michel et Kevin qui vont demeurer sur la touche. Mais vous avez la promesse du bureau du ministre lui-même que ces questions vont être répondues par écrit. Donc, vous allez recevoir un courriel de la part du bureau du ministre dans les prochaines heures, peut-être dans la prochaine journée, ou du moins, je ne veux pas mettre de pression à personne, dans les prochains jours, tiens. Alors, donc, définitivement, vous aurez une réponse officielle et on pourra partager aussi ces réponses-là sur nos médias sociaux pour les gens qui auraient aimé entendre les questions et évidemment entendre les réponses. Jean, un immense merci d'avoir accepté de nous donner votre temps sur une partie de votre heure du dîner en quelque sorte. Alors, un grand merci encore pour votre générosité. Serge, merci beaucoup. Hein? Puis, pour moi, ça a été un grand plaisir, non seulement d'échanger avec vous puis avec les entrepreneurs, mais voyons ça comme une opportunité qu'on pourra renouveler dans le temps. Bonne chance, bon courage et au plaisir de se rencontrer en personne éventuellement. À bientôt. Je souhaite bien, Jean. Merci encore. Alors, merci beaucoup à Jean et merci beaucoup à son équipe aussi d'avoir rendu ça possible. Je sais qu'il y avait un horaire très chargé et quand on a réussi à le confirmer, on a su qu'il y avait malheureusement une limite dans le temps qui ne nous permettait pas de l'avoir pour l'heure au complet. Alors, on a tenté de squeezer les questions. Pour différentes raisons, les questions ont été plus longues, les réponses ont été beaucoup plus longues également, ce qui a fait que malheureusement, on n'a pas pu tous vous donner parole. Mais si ça vous le dit, j'aimerais qu'on ouvre tous nos micros en même temps, comme ça, on pourra se ramasser en version mosaïque et peut-être que Tony pourrait nous mettre aussi en version mosaïque et on pourra intervenir tous ensemble en même temps, ce qui ferait une autre dynamique d'intervention. Alors, bonjour à vous tous, particulièrement aux 4 qui n'ont pas pu poser leurs questions. Pas trop choqués ou pas trop frustrés de la situation? Pas du tout. Ça va aller. Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, c'est ça, ça va bien aller. Merci beaucoup de votre compréhension. J'ai opté pour donner la voix à Maurice parce que je regardais ces questions qui étaient beaucoup plus pointues et je ne pense pas qu'on ait collectivement ici les compétences pour répondre à ces questions-là. Si je prends la question de François Marchal plutôt. François, si vous pouvez la poser au groupe, peut-être qu'ensemble, collectivement, on pourrait trouver la réponse à votre question, François. Merci beaucoup, Serge. Bonjour tout le monde. Alors, François Marchal, je suis directeur général de l'Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants, qu'on appelle l'AQI. Et donc, les membres de l'AQI sont une solution, entre autres, pour pallier au manque de main-d'œuvre en TI, comme en parlait M. Boulay il y a quelques instants. Donc, l'AQI existe depuis 27 ans. Je représente plus de 1500 entrepreneurs qui sont partis à leur compte et qui sont 5 employés et moins. Moi, c'est un petit peu mon target. Ce sont des gens qui sont spécialisés en technologie de l'information et qui sont, pour la plupart, travailleurs autonomes en entreprise. Évidemment, nous, l'association, on aurait aimé ça devenir un promoteur collectif pour offrir à nos 1500 membres, donc, des formations. Alors, ma question, c'était comment est-ce qu'on fait pour être accrédité de cette reconnaissance de promoteur collectif? Peut-être que Maurice peut nous aider, puisque Maurice fait partie du conseil régional. Alors, Maurice, peut-être que tu peux aiguiller notre ami François. Bien, c'est de monter votre programme de formation. Aussitôt qu'il est monté, vous remplissez votre demande. Vous avez sur le site, vous avez un formulaire de demande pour être promoteur collectif. C'est assez simple. Vous remplissez tous les carreaux avec c'est quoi votre programme de formation. Vous avez le fichier Excel avec... Il faut que ça corresponde vraiment avec ce que c'est. C'est assez simple quand même, puis ça répond assez rapidement. Est-ce que ça peut être combien de délais à peu près, Maurice, quand vous dites assez rapidement? On parle de 2-3 semaines ou 2-3 mois? Moi, j'ai envoyé ma demande le mercredi, pas la semaine passée, l'autre mercredi en après-midi. Le vendredi 16h35, j'avais ma confirmation comme quoi que c'était accepté. Mercredi dernier, le matin, j'ai reçu mon entente que j'ai signée retournée.
Et mercredi, en fin de journée, je recevais un courriel comme quoi que ma demande était 114 000, ils l'ont coupé à 84 632 et 634 exactement. Et j'avais un courriel mercredi après-midi comme quoi qu'ils déposaient la moitié de la somme, 50 de la somme dans les 10-15 prochains jours. Wow! Et est-ce que vous étiez déjà, vous, Maurice, un centre reconnu comme promoteur collectif ou c'était en même temps la demande pour devenir un promoteur collectif C'était et ma la première demande de demande. formation? C'était ma première demande. Sauf que Serge, moi, ça fait comme... Ma chambre de commerce, moi, je l'ai faite comme tournée au lieu d'être une chambre de commerce ou événementielle, comme souvent il y en a qui disent. Là. Moi, je fais des événements, mais de toute façon, tu sais, Serge, tu es déjà venu. Moi, c'est beaucoup de formations qu'on offre à nos entrepreneurs, de l'accompagnement. On engage des consultants qui accompagnent des entreprises en orientation, planification stratégique, gestion des ventes, développement. Donc, un peu comme François, en fait, là, vous faites de la formation pour la communauté des entrepreneurs de votre région. François le fait pour les informaticiens et informaticiennes indépendants. Fondamentalement, ça devrait être relativement simple pour François d'obtenir un projet, je dirais, qu'il pourrait soumettre et pour lequel il pourrait obtenir du financement. Je ne sais pas, ça prend juste un bon formateur qui va vraiment répondre selon vos besoins. Puis à ce moment-là, en plus, c'est que ce n'est pas moi qui remplis la base de c'est quoi la formation. Je le fais remplir par le formateur avec qui je fais affaire. Puis, je lui envoie le fichier Excel. Il faut que ça corresponde exactement aux critères du CPMT. Mm-hmm. Puis là, j'en ai un autre. Ce matin, je l'ai envoyé un autre. Je l'ai envoyé au niveau régional. Parce que tu as le niveau régional aussi qui peut répondre à certaines demandes. Le CPMT, je le garde pour les plus gros montants. Ce matin, c'était à 74 000. Je vais en lancer un deuxième. Celle qui est acceptée, c'est la certification en leadership avec l'Institut du leadership de Montréal. Parce que je le donne physiquement habituellement, mais là, il va. C'est clair que ça va devenir une belle manne d'or pour beaucoup de boîtes de formation au Québec qui vont pouvoir profiter là, de ces générosités gouvernementales pour offrir et disperser leurs produits et services à l'ensemble de la population entrepreneuriale. Bien content pour tout cet écosystème. D'ailleurs, j'ai Sylvie Gauthier qui avait aussi des questions sur les régions. Peut-être, Maurice, vous allez être encore sollicité, mais allez-y, Sylvie, sur votre question. Oui, bonjour. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est si chacune des régions du Québec a reçu une enveloppe dédiée par rapport au PACME ou si c'était une enveloppe globale à laquelle tout le monde allait fouiller un par un. Parce que chez nous, on se fait dire qu'il n'y a plus de fonds disponibles pour certains, je ne sais pas si c'est pour un certain volet en soi, là, mais c'était ma question. Donc, puis je voulais voir s'il n'y aurait pas une reconduction, vu qu'ils sont victimes de leur succès par rapport à ce programme-là, s'il y aura une continuité par rapport au PACME. C'est clair que si je me permettais de répondre 2 petites secondes, Maurice, je vous dirais, Sylvie, que ce programme, comme la plupart des programmes, ont été non limitatifs aux centres urbains et évidemment, ils sont proportionnels souvent à la densité de la population et la quantité d'entreprises visées par leur position géographique. Fait que forcément, vous êtes dans une région où il y a 2 entreprises, je fais ça à la blague, il va y avoir des budgets probablement moins volumineux que ce qu'il pourrait y avoir à Montérégie, par exemple. Mais je suis convaincu qu'il y a des sommes qui ont été étudiées par région et Maurice peut-être va vouloir témoigner aussi encore une fois. Mais c'est ça, je ne sais pas de quelle région êtes-vous, Sylvie? Haute-Laurentide. OK. Absolument, je ne sais pas. Votre conseiller régional d'Emploi Québec, je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Moi, ici, j'ai parlé avec le ministre ce matin, puis leur budget était dépassé, mais il en rajoute de l'argent. C'est ce que j'entendais ce matin par le ministre, justement, avec un nouveau 50 millions qui s'ajoutait. Donc, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être opter pour les projets un peu plus collectifs, justement, qui semblent... c'est ce que j'ai compris entre les lignes, moi, tantôt. Hein. J'ai l'impression que les projets qui vont regrouper plus qu'une entreprise, plus qu'un projet, vont avoir... en fait, pour eux autres, c'est d'une pierre plusieurs coups. Hein. Au lieu d'aider une entreprise, on va en aider 17 qui ont le même besoin. On met tout ce monde-là dans le même cours en ligne. Ça ne coûte pas plus de ressources, pas plus de temps, pas plus d'efforts pour personne. Et du coup, le gouvernement optimise son dollar dépensé. Fait que je suis convaincu, si vous avez, Sylvie...
l'idée de vous associer à d'autres entreprises dans votre secteur pour aller chercher un budget. Faites ça rapidement parce que convaincu que les demandes ont été très nombreuses pour ces projets-là. Moi, j'ai vu passer toutes sortes de folies, entre guillemets, sur l'Internet, là, des boîtes de formation qui ont littéralement fait une pizza de tous les cours, qui ont mis dans un seul package, prix de détail suggéré le plus élevé possible, puis on dit à leurs clients, envoyez-nous vos demandes, on va les faire pour vous. Vous devinez qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de demandes. Alors, c'était selon la vitesse de réaction pour contrôler le débit du robinet, qui fait qu'il en reste encore pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais ça, c'est les dures lois de la réalité du marché. Alors, je vous invite à regrouper votre demande. C'est certain que vous allez avoir plus de chance et faites ça rapidement pendant qu'il reste encore des sous ou des enveloppes là-dedans. Michel, pas de vin, peut-être que Michel, vous pourriez vous joindre à nous et poser votre question, Michel. Oui, bonjour. Beau sourire, là. Très beau sourire, Michel. Bonjour. Alors, moi, je suis orthopédagogue en pratique privée, donc travailleur autonome, mais je suis aussi en démarrage d'entreprise. J'ai fini mon cours avec Entrepreneuriat Québec juste quand la pandémie a commencé, quand le confinement a commencé. Donc, vous êtes bien prête, là, vous avez eu toute la formation. Oui, c'est ça. Le plan d'affaires est fait, tout ça. Sauf que, en même temps, l'herbe m'a été coupée sous le pied à plusieurs reprises parce qu'on est quand même encore en développement du produit. Nous, on produit des outils diagnostiques pour évaluer les compétences dans les apprentissages actuellement, l'orthographe, notre premier outil, et c'est informatisé. Là, les écoles sont fermées. Fait que notre version bêta qui était prête pour aller dans les écoles, ça a été stoppé parce qu'on est au secondaire, en fait. Après ça, je comptais sur ma pratique privée pour défrayer les frais reliés au démarrage, donc le site Internet, tous les trucs. Là, je dois les faire par moi-même, mais j'ai pas d'employé. Là, moi, je suis travailleur autonome et ma question était, est-ce qu'il y a des programmes aussi pour les travailleurs autonomes ou les entreprises qui n'ont pas moi, j'ai un développeur qui fait toute ma plateforme, mais on a décidé de ne pas se verser de salaire. C'est mon fils, en l'occurrence, et on ne se verse pas de salaire. On va s'associer l'année prochaine quand les revenus vont être là. Fait que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a un programme? Parce que là, ça dit que c'est pour les employés de l'entreprise. Ouais, effectivement, en fait, c'est pour les entreprises qui emploient du monde. Donc, forcément, pour les travailleurs autonomes, c'est moins facile. Mais s'ils se regroupent au sein d'une association ou d'un partenaire. On pourrait le faire. Exactement. Donc, si vous avez un projet de formation, ce que je vous suggère, c'est de faire rapidement du bruit dans votre réseau pour essayer d'identifier 10, 15 personnes ou peut-être de trouver une association à laquelle vous pourriez devenir membre et du coup participer aux programmes de formation qui ont été mis en place dans ces associations-là. Alors, il y a peut-être, vous parlez de projet informatique, il y a peut-être notre ami ici de l'AQUII. C'est ça, j'ai noté. Pourrait peut-être vous aider. Vous pourriez vous mailler l'un et l'autre et échanger vos coordonnées après l'appel. On prendra bien soin de vous brancher l'un à l'autre. Et du coup, vous allez peut-être pouvoir bénéficier du programme de façon indirecte. Mais c'est clair que s'il y a 600 000 travailleurs au Québec, si les 600 000 avaient fait une demande pour chacun 15-20 000 de formation, on aurait épuisé le budget tout de suite. Alors, le gouvernement va certainement, peut-être qu'il en a laissé passer dans les premiers jours parce qu'il n'a pas pensé à cette réaction. Puis après, ils se sont dit, on va essayer de regrouper tout ce monde-là dans des clusters là, pour être capable justement de faire d'une pierre plus que d'un coup. Sinon, on n'en sortira pas et on ne pourra pas aider suffisamment de gens dans la population. OK. Super. Merci. Il reste Kevin Pinault. Kevin, peut-être, vous avez une question qu'on pourrait tenter de répondre ensemble. Oui, bonjour. Moi, c'était plus au niveau là, on parlait que les matériels, les fournitures nécessaires pour les activités étaient admissibles, mais c'était qu'est-ce qu'on définissait par matériel admissible? Ce que j'en ai compris pour avoir lu le programme aussi, évidemment, pas en détail, je n'ai pas fait de soumission, donc je ne sais pas exactement ce que je vais dire si ça s'appuie, parce qu'il reste certains flous dans le programme pour ceux qui l'ont déjà étudié. Ce n'est pas très cartésien, le noir et blanc. Là. Il y a de l'interprétation possible. Mais évidemment, le matériel et tout ce qui est le matériel qui est essentiel à la formation et qui est directement relié à la formation, qui ne pourrait pas ne servir à autre chose que de la formation. Par exemple, si vous dites que vous avez besoin d'un cours de programmation, vous ne pourrez pas vous acheter des ordinateurs pour passer le cours. Ils vont vous dire, écoutez, les ordinateurs vont vous rester, c'est quelque chose que vous devriez avoir pour faire votre travail. Mais si vous avez besoin d'un manuel en particulier, bien là, ce manuel-là probablement pourra être considéré comme du matériel pédagogique. Parfait. Mais c'est sûr que nous, de notre côté, ce qu'on avait reçu comme information, c'est qu'un ordinateur pourrait être admissible. Si, mettons, la personne n'avait pas déjà un ordinateur pour pouvoir suivre sa formation. Ouais. Donc, c'est vraiment plus la précision. Là.
Exactement. Il y a des zones floues. Ces zones floues-là sont justement parce qu'il y a des cas particuliers. Alors, interdire l'ordinateur systématiquement, ça priverait peut-être certaines entreprises de l'accès à l'information pour passer l'entreprise au prochain niveau. Alors, je pense que ça va être jugé de cas par cas, ce type de demande-là. Comme un exemple, quelqu'un pourrait dire, ah, nous, on veut faire de l'usinage industriel de nouvelles technologies, puis là, on a besoin d'une machine de 800 000 $. Bien, probablement que le gouvernement ne paiera pas la machine de 800 000 pour faire un cours dessus. Là. Alors, c'est un peu la même affaire avec l'ordinateur, tout dépendant de l'application visée par l'acquisition de l'ordinateur, à combien de personnes ça va servir. Si vous achetez un ordinateur pour une personne pour un cours de 20 000, pas sûr. Vous achetez un ordinateur pour un groupe de 30 personnes dans une usine et que les 30 doivent suivre le cours sur cet ordinateur-là, je suis convaincu que ça va passer aussi dans le programme. Je pense que ça va devenir donc du cas par cas et une certaine logique, un certain gros bon sens qu'on espère que les gens qui vont administrer ces programmes-là vont déployer au quotidien. Parfait. Écoutez, un grand merci. On est 12h30. On avait réservé 1 heure aujourd'hui. Je vous invite quand même, je ne vous invite pas. On a gardé vos questions par écrit. Elles sont déjà acheminées au bureau du ministre et vous aurez plus de détails aux réponses à vos questions et probablement qu'elles seront dans la ligne de ce qu'on a dit précédemment. Sinon, vous aurez l'heure juste puisque vous aurez la réponse écrite de la source même de ceux qui écrivent le programme. Alors, ça ne peut pas être plus précis que ça. Alors, c'est un bénéfice que vous avez eu en participant à notre dîner conférence ce midi. Quant à vous, auditeurs et auditrices, un grand merci d'avoir été présents. Je sais que vous êtes très nombreux à écouter ces émissions en reprise parce qu'effectivement, elles sont diffusées et disponibles sur le réseau Alias Entrepreneur, le site web aliasentrepreneur.com, dans la section contenu. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter ou si vous connaissez des amis qui pourraient être intéressés par le contenu de cette émission et des autres émissions, invitez-les à venir se joindre à la communauté Alias Entrepreneur. C'est gratuit et ça se passe sur aliasentrepreneur.com. Je compte sur vous. Ceux qui sont encore en ligne, vous les participants, s'il vous plaît, je compte sur vous. Partagez cette vidéo, partagez les coordonnées d'Alias sur vos réseaux respectifs. On a besoin d'auditoire. Plus elle est nombreuse, plus elle est fidèle, plus on peut solliciter des revenus de commanditaires. Vous remarquerez que pour l'instant, on est tellement occupé qu'il y a un seul commanditaire qui est la Banque nationale. On n'a pas eu le temps d'aller en chercher d'autres, mais définitivement qu'on doit s'y attarder et ça commence, je pense, dès cette semaine. On a des stratégies en ce sens-là. Alors, on a besoin de votre aide. Votre aide, elle est facile à donner. C'est du temps d'écoute, du partage à votre réseau. Donc, de la promotion, si vous aimez ça, vous n'entendez pas d'en parler si vous n'aimez pas ça, mais si vous aimez ça, tout simplement d'en parler autour et partager sur vos réseaux sociaux respectifs. Ça nous donne un grand coup de main. Sur ce, ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Un grand merci d'avoir été là et à jeudi soir, 19h30 pour un prochain rendez-vous, les grandes discussions pour entrepreneurs.